Bon, bonjour à toutes et à tous. Je vois que vous vous connectez au fur et à mesure, donc on va se laisser 5 minutes le temps que tous les spectateurs arrivent pour ce webinaire et puis on commencera tranquillement. L'objectif, c'est de pas être trop long, mais de pouvoir quand même échanger avec l'audience. Donc voilà, on va commencer dans pas très longtemps, le temps que tout le monde se connecte. Merci. Ah, il pose bon, bonsoir à toutes et à tous. On a des petits soucis de micro. On va faire comme ça. Alors, merci de vous être connectés à ce webinaire intitulé Où est passée la justice fiscale? Alors, tout d'abord, je me présente, je suis Ghislaine Senet. J'ai à ma droite et j'ai à ma droite Grégory Blanc qui est donc ici. Et puis, euh, c'est très, très Thomas Dossus. Pas dessus. Excusez-moi, ça va être le démarrage, mais après, ça va aller beaucoup mieux. Donc, du groupe GEST, du groupe Écologie, Solidarité et Territoire. Et nous organisons en fait ce webinaire dans le cadre de la niche que nous allons déposer et débattre le 12 juin ici dans l'hémicycle du Sénat, suite au texte qui a été voté par l'Assemblée nationale. Ça nous a semblé indispensable de pouvoir et à la fois vous expliquer aujourd'hui quel est l'intérêt de pouvoir taxer les ultra-riches. On voit dans le contexte international d'une manière globale que on se retrouve face à des inégalités de plus en plus croissantes et puis surtout à une situation où les ultra-riches, en fait, au niveau mondial, paient de moins en moins d'impôts et contribuent de moins en moins à l'effort collectif. Et ce texte que nous défendons, hein, qui est la mise en place d'un impôt plancher à 2% du patrimoine, a été défendu notamment enfin, est issu des travaux de Gabriel Zuckman, hein, qui est un économiste international et qui a mené des recherches sur les paradis fiscaux et a mené en fait tout un rapport en 2024 sur demande du Brésil pour le G20 sur l'imposition du patrimoine des milliardaires.
On est face aujourd'hui à une situation qui démontre et qui pose en tout cas problème, hein, et à la fois dans un contexte ici en France national où l'on sait à quel point il est contraint, où on nous rabâche à longueur de journée qu'il faut absolument diminuer les dépenses, et nous pensons qu'il y a des recettes fiscales à prendre sur ces patrimoines d'ultra riches. On voit qu'on est dans un contexte de creusement d'inégalités et qui finalement est une vraie rupture d'égalité qui d'ailleurs pose un vrai problème puisque l'article 13 hein, de la Déclaration des droits de l'homme, des humains, enfin de l'homme et du citoyen démontre bien qu'il y a normalement un principe d'égalité et qu'aujourd'hui on se rend compte qu'à un plafond de 100 millions, en fait, notamment l'impôt devient récessif. Mais pour vous expliquer mieux tout ça, en fait, on va séquencer ce webinaire avec la présence enfin, d'économistes, d'ONG qui sont là aussi pour apporter des témoignages forts et surtout vous apporter en fait des éléments puisque systématiquement on le voit, hein, que ce soit ici dans les débats au Sénat ou lorsque l'on va à Bercy, on voit que systématiquement on nous rabâche exactement les mêmes arguments qui ont été déployés à l'Assemblée nationale et donc l'utilité est à la fois de convaincre tout le monde de l'utilité de cet impôt plancher, mais surtout de pouvoir vous donner les éléments, les arguments pour pouvoir convaincre de plus en plus l'opinion publique, parce qu'il y a encore aujourd'hui un certain nombre de réticences. Tout le monde se projette, tout le monde pense que finalement ce serait taper sur le travail de toute une vie, le patrimoine. Enfin, beaucoup de personnes se projettent. Or là, on est vraiment à un niveau de patrimoine qui est très élevé. Avant de donner la parole à Thomas, simplement vous dire qu'on aura un petit mot de Guillaume Gontard, le président du groupe Geste, qui voilà, va vous accueillir et vous souhaiter la bienvenue au nom du groupe. Ah, c'est à moi À maintenant, toi, ça, Thomas. Guillaume. D'accord, c'est à moi d'abord. Très bien. Moi, je suis Thomas Dossus, sénateur écolo du Rhône. Je vais essayer de vous expliquer simplement une mesure fiscale, ce qui est jamais facile. Mais je pense que impôt plancher sur la fortune, ça dit pas mal de choses. Alors, on va décortiquer. Déjà, qu'est-ce qu'on entend par fortune? On s'est dit qu'on allait mettre à contribution les ultra riches, ceux à partir desquels il y a des techniques d'évitement de l'impôt qui sont tellement importantes que on se retrouve avec en proportion des ultra riches qui payent moins d'impôts que les classes moyennes et que la plupart de la population. Et donc on a mis un seuil pour ce dispositif. Un ultra riche, c'est quelqu'un qui a plus de 100 millions d'euros de patrimoine. Donc c'est un niveau conséquent de fortune. Et donc, quand on parle d'impôt plancher, c'est bien un impôt minimal de 2% sur ce patrimoine, c'est-à-dire qu'on inclut ce que la personne paye déjà en termes d'impôt, et puis on essaye d'atteindre ces 2% pour que globalement on arrive à une taxation, en tout cas une contribution qui soit à peu près à la hauteur de ce que paye tout le monde. En fait, on veut éviter que le milliardaire paye moins d'impôts que sa secrétaire. C'est pour un peu donner une formule qui marque. On estime que le rendement de cette taxe pourrait être de 15 à 20 milliards d'euros par an, ce qui, dans un contexte où on en cherche 40 pour redresser le déficit de la France, je pense que ça n'est pas anodin. Mais comme l'a rappelé Ghislaine, autant Bercy, en tout cas dans les rendez-vous qu'on a eus, est conscient de l'évitement des plus fortunés, autant dès qu'il s'agit de mettre en œuvre des mesures pour contrer cet évitement devant l'impôt, on a tout de suite beaucoup de faux arguments, mais je pense qu'on va pouvoir les évoquer avec nos experts. Donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais voilà, vous avez bien compris le mécanisme, ce n'est pas toucher la personne qui a un appartement qui aurait pris de la valeur, c'est vraiment aller plus loin et on inclut dedans la fortune qui contient donc tout le patrimoine, que ce soit mobilier, immobilier, les actifs boursiers et tout l'ensemble d'un patrimoine au-delà de 100 millions d'euros. Voilà où on en est sur ce dispositif. Il a été voté
à l'Assemblée nationale dans le cadre de la niche écologiste. Il était présenté par Eva Sass et Clémentine Autain. Un débat nourri. Je pense qu'on ne s'attendait pas forcément à ce que le texte arrive à être voté, mais voilà, les majorités sont telles qu'à l'Assemblée, tout est toujours possible. Parfois pour le pire, on l'a vu la semaine dernière, mais parfois aussi, on arrive à obtenir des majorités de circonstances. Je pense que dans beaucoup de groupes politiques, il y a la conscience de ces mécanismes d'évitement qui fragilisent notre lien social et voilà, notre société globalement, puisqu'on a une accumulation du capital qui s'est accélérée, mais en même temps une forme d'évitement devant l'impôt, ce qui rend tout ça intolérable. Je vais laisser la parole à Guillaume pour qu'il présente un peu la situation au Sénat et comment les différents groupes envisagent les choses, parce qu'il est en contact évidemment avec d'autres présidents de groupes qui sont un peu plus concernés. Voilà. Merci Thomas, bonjour à toutes et à tous. Euh, Peut-être d'abord dire, et je pense que c'est ce que disait Ghislaine, je pense la question de la justice fiscale, justice sociale. C'est vrai que pour le président de groupe Écologie, Solidarité et Territoire que je suis, je ne l'ai pas dit aussi, sénateur de l'Isère, c'est vrai que quand on se promène sur nos départements, quand on rencontre des gens, je pense que c'est une des choses qui revient systématiquement. Cette question de justice fiscale, de comment, voilà, de question juste de partage des richesses et d'égalité. Et c'est vrai que dans la période politique dans laquelle on est, on pouvait souvent se dire, bah, peut-être que là, il y a un point de consensus, au moins de remettre un petit peu de justice fiscale dans notre fonctionnement, peut-être que des gens pourraient s'entendre là-dessus. On s'aperçoit que c'est pas si simple, que c'est pas si facile. Ce qu'on a vu, et c'est pour ça qu'on tenait vraiment à pouvoir reprendre en fait ce texte sur la taxe Zuckman ici au Sénat. Déjà, parce que bah, elle a été votée à l'Assemblée nationale, ce qui est déjà quelque chose d'important en tout cas, et qui a montré qu'à l'Assemblée nationale, elle a pu avoir une majorité en tout cas pour pouvoir à la fois poser ce débat et puis avancer en tout cas sur ce texte. Et donc ici au Sénat. Et on sait que le contexte ici au Sénat est quand même différent, plus compliqué. Nous, on a affaire à une majorité sénatoriale, on va dire, voilà, des LR, on va dire plutôt version Retailleau, hein, puisque voilà, le président du groupe LR, il y a très peu de temps avant d'être ministre, était Bruno Retailleau. Donc, une domination quand même par CLR avec une vision quand même dès qu'on parle de taxes, d'impôts ou de quoi que ce soit, c'est non, c'est niette. Et encore plus quand il s'agit de taxer les riches ou les ultra-riches, quoi. Donc, on est quand même toujours dans ce contexte-là. Et même quand c'est dans des conditions comme ça, où c'est juste une question justement de rapprochement de justice, parce que quand Thomas disait que la moyenne des Français, c'est plutôt 10-11% de fiscalité que 2%. Donc, on se rapprocherait juste, en fait, pour que les ultra-riches puissent voilà, payer quelque chose d'un peu plus décent et participer à l'avenir de notre pays de la manière dont ils le peuvent bien plus facilement. Et donc, le contexte ici au Sénat, oui, il est un peu plus complexe. On peut s'appuyer quand même sur les centristes, même si ça va être complexe, puisqu'on sait que dans le groupe centriste, dans leur discours et dans ce qu'ils ont pu porter, notamment au Sénat, dans les différents projets de loi de finances, ils avaient des mesures, hein, ils ont déposé des mesures fiscales qui allaient dans ce sens-là, sur justement, alors soit c'était sous des formes de taxation qui auraient été provisoires, mais pour dire, voilà, dans la crise dans laquelle on est, comment les riches peuvent participer un peu plus. Mais du coup, on a quand même sur les centristes, et c'est ce qu'on espère en tout cas, et ce qui ferait que ça puisse faire basculer en tout cas le vote ici au Sénat, c'est de décrocher un certain nombre de centristes qui pourraient du coup se retrouver sur ce texte. On ne va pas se cacher, c'est loin d'être gagné. Le rapport de force, il est loin d'être favorable ici au Sénat. Mais peu importe, en tout cas, et ce que je trouve intéressant, c'est de poser les choses. C'est de poser les choses parce que ça permet aussi que chacun, très concrètement, eh ben, se positionne. On va avoir tout un discours et on va arriver devant un discours avec le projet de loi de finances 2026 où, ce que disait Thomas, on va nous demander de chercher 40, 50 milliards d'euros. On va dire aux Françaises et aux Français qu'il faut encore se serrer la ceinture. On va dire aux collectivités qu'on ne peut plus faire ce qu'on devrait faire. Et donc là, de dire qu'il y a la possibilité
puisque cette taxe pourrait rapporter entre 15 et 25 milliards, de dire qu'il y a cette possibilité-là et que ce n'est pas quelque chose de dingue, que c'est juste remettre un peu de justice fiscale vers les ultra-riches, plus de 100 millions d'euros de patrimoine, ça va être quand même complexe, difficile, délicat face à l'opinion publique de pouvoir défendre ça. Alors, on sait que la droite ne manque pas d'arguments pour défendre, pour passer à côté de ce texte. Mais en tout cas, voilà, moi je compte en tout cas là-dessus. Et c'est pour ça aussi que c'est important, le 12 juin, où on aura ce débat-là. Je pense que l'opinion publique, et on l'a déjà vu au Sénat, vraiment pas négliger l'impact de l'opinion publique, l'impact des associations, l'impact des collectifs, tout le travail qu'on peut faire autour. Et c'est pour ça aussi du coup que ce webinaire était important pour expliquer les choses et pour que ça puisse être aussi diffusé. Cet impact-là, il va être important quand même dans la tête de nos collègues et moi je pense beaucoup aux centristes, en tout cas de leur mettre la pression face à ce texte. En réalité très simple, plutôt même efficace et qui, voilà, qui permettrait justement même de travailler sur une sorte de cohésion nationale autour justement de cette question de justice fiscale et de justice sociale. Donc voilà, globalement, je ne vais peut-être pas être plus long sur le contexte et dans lequel on est. Compliqué, difficile. Un premier engagement, c'est justement de poser le débat et de montrer qu'il y a des solutions existent justement pour aller chercher une fiscalité plus juste et ramener aussi quelques milliards dans les caisses de l'État et notamment aussi pour les services publics, pour la transition écologique, déjà porter ce débat et puis ensuite voilà, pousser pour faire en sorte qu'on puisse arracher cette victoire. Peut-être, je ne sais pas si c'est moi du coup qui présente les intervenantes et les intervenants. Non, mais du coup, je vais le faire, Guillaume. Je te laisse le faire, Gisèle. Je t'en prie. Et je te laisse Très rapidement, en présenter. fait. Et D'accord, je suis merci. désolé parce que je vais devoir vous quitter aussi. Merci beaucoup, Président. Alors, nous avons quatre intervenants qui sont là. Nous avons en premier lieu Anne-Laure Delatte, qui est chercheuse économiste au CNRS, spécialiste des paradis fiscaux et qui est particulièrement connue pour avoir notamment travaillé et travaillé toujours sur le programme économique du NFP et qui va nous dresser en fait et nous parler de la dimension programmatique de la proposition là et va surtout évoquer sa faisabilité technique. Nous aurons ensuite Leïla Yacoub, responsable du plaidoyer justice fiscale et inégalité pour Oxfam, et qui, elle, va aborder la question de la réalité de la concentration du patrimoine en France et le formidable levier financier que pourrait entraîner la mise en place de cet impôt plancher. Ensuite, Fanny Petitbon, spécialiste climatique et responsable France de 350.org, qui va parler des impacts environnementaux de l'hyperconcentration des richesses. Et puis, enfin, Vincent Androsé, membre du Conseil scientifique d'ATTAC et ancien secrétaire national du syndicat national unifié des impôts, du SNUI, qui va nous parler du contexte international dans lequel se place aujourd'hui le débat et sa réception dans l'opinion publique. Anne-Laure, on te laisse la parole tout de suite. Ok, merci. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Ok, d'accord. Bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. Je suis très contente d'être là. Je vais faire très bref. Je vais essayer d'être efficace. Comme le disait Ghislaine, en fait, j'avais travaillé sur le financement du programme du NFP avec Lucas Chancel et on avait déjà intégré ce qu'on n'appelait pas taxe Zuckman à ce moment-là, mais c'était à peu près ce dispositif-là. Et de toute façon, on ne l'appelait pas taxe Zuckman, mais c'était complètement inspiré par les travaux effectivement de Gabriel Zuckman. Vous avez bien réexpliqué, mais je vais le dire une fois de façon très simple. En fait, mon objectif là ce soir, c'est de vous donner des billes pour répondre à des déjeuners en famille dimanche prochain quand tonton Didier ou je ne sais pas qui vous dira mais non, mais c'est pas faisable, c'est complètement irréaliste, c'est pas vrai qu'on peut avoir autant de milliards ou alors de toute façon ils vont tous partir. Alors, en quelques mots, donc on parle de quoi? On parle d'une
d'une taxe sur le patrimoine des gens qui détiennent plus que 100 millions d'euros. Ça représente 1800 personnes en France. Cette taxe, elle s'élève à 2% par an sur ce patrimoine. Si j'ai un patrimoine de 100 millions, je devrais 2 millions à l'État chaque année. Et on va voir pourquoi à la fin, j'aurai toujours beaucoup d'argent. Surtout, ce qui est très important, c'est que ça porte sur tout le patrimoine, contrairement aux taxes sur le patrimoine qui étaient en vigueur en France jusqu'ici et où on exonérait le patrimoine professionnel. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important de le prendre. Donc, OK, c'est au-dessus de 100 millions, 2% et tout le patrimoine, il n'y a aucune exonération. Juste un point, 1800 personnes, c'est quoi en France? C'est deux rames de la ligne 14 pour les Parisiens, parisiennes. C'est la moitié du stade Jean Brouin à Cholet. Donc, on parle de très, très peu de gens. En fait, ces gens-là payent tellement peu d'impôts par rapport à ce qu'ils devraient payer qu'on pense qu'on peut lever entre 15 et 25 milliards d'euros juste sur ces 1800 personnes-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a un problème d'efficacité sur ces ultra-riches en France, dont on s'est rendu compte il n'y a pas très longtemps, grâce à des travaux notamment donc, de Gabriel, mais aussi de l'IPP. En fait, on a une caractéristique en France et dans quelques pays très avancés, très riches, c'est que les ultra-riches arrivent à dissimuler l'essentiel de leurs revenus. Et donc, si vous et moi, en moyenne, on paye 50% d'impôts sur notre revenu, en proportion de notre revenu, ces ultra-riches, eux, payent 26%. Et donc, 26% de leurs revenus. Et donc, l'idée, c'est pas de faire une nouvelle taxe, en fait, c'est-à-dire c'est de réparer une inefficacité. Et encore une fois, ils payent tellement pas d'impôts qu'en fait, en relevant en réparant cette inefficacité, on peut récupérer entre 15 et 25 milliards. Donc aujourd'hui, quand on est ultra riche en France, on paye moins en proportion de son revenu que la plupart des Français, enfin que l'ensemble des Français, c'est donc ce qu'on peut appeler un impôt inversé. Alors, les ultra riches, c'est donc 1800 personnes. La chose sur laquelle je voudrais insister, c'est qu'on ne parle pas de votre boulanger, on ne parle pas du boucher, on ne parle pas du tout du petit patron de PME. Une PME, en France, la définition, c'est 43 millions d'euros dans l'actif. Là, on parle de gens qui ont un patrimoine au-dessus de 100 millions. En fait, on ne va pas taxer des gens qu'on connaît, vous et moi, dans l'ensemble. Et en fait, j'ai essayé de trouver une image pour bien expliquer qu'en fait, c'est vraiment un autre monde, ces gens-là. En fait, on a plus de chances de croiser un dauphin sur les côtes françaises que d'avoir un ultra-riche dans son entourage. Voilà, juste, donc il faut arrêter, enfin, en tout cas, j'ai du mal, moi, quand sur les plateaux, on me dit « Ah, mais on les plaint, etc. » Bon, en réalité, on est en train de parler d'un monde vraiment très particulier qui détient des patrimoines qui se sont accrus considérablement ces derniers temps. Alors, leur fortune, pourquoi? Voilà, je vous disais tout à l'heure, si vous détenez 100 millions, on va vous demander de donner 2% par an à l'État pour rattraper cette inefficacité. En fait, on sait aujourd'hui, on a calculé que le rendement des ultra-riches, des gens qui ont beaucoup d'argent, il est bien plus élevé que le rendement de votre épargne ou de mon épargne à moi. En fait, parce qu'ils les placent très bien sur les marchés financiers et qu'ils ont des très bons gestionnaires d'actifs, ils ont un rendement de 7% par an. Ça veut dire que si j'ai 100 millions, en fait, l'année prochaine, j'en aurai 107. Et donc, quand l'État me demande 2 millions, bah, il m'en restera 105. Et donc, vraiment, on n'est pas du tout en train d'exproprier le patrimoine des ultra-riches, on est juste en train de réparer cette inefficacité, mais leur fortune continue à s'accroître. Pourquoi il faut intégrer tout le patrimoine? En fait, jusqu'ici, ce qui pourrait un peu s'apparenter à ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place, c'est l'ISF, qui a été mis en place en 80 par François Mitterrand. Mais très vite, on a exonéré les biens professionnels. C'est quoi les biens professionnels? En fait,
par exemple, Bernard Arnault, il détient 90% de sa fortune, ce sont les actions de l'entreprise dont il est propriétaire. Et en fait, ce qu'on comprend maintenant de ces personnes, de ces ultra riches, c'est que, en fait, entre 75 et 90% de leur patrimoine, justement, c'est du bien professionnel. Donc, si vous exonérez les biens professionnels, exactement comme le gouvernement est en train de proposer, alors en fait, vous rongez complètement la base fiscale. C'est-à-dire que le gouvernement, là, il est en train de faire une taxe Zuckman, mais vitrine, une fausse taxe Zuckman, puisqu'en fait, il propose de taxer à 0,5%, nous 2%, mais surtout d'exonérer les biens professionnels. Et donc, on a calculé que ça donnerait un rendement 40 fois moins important. En fait, donc c'est vraiment une taxe vitrine. Ce qu'il faut, c'est prendre tout le patrimoine. Alors, en général, quand on dit ça, on dit ah bon, mais si vous prenez tout le patrimoine, vous allez forcer les gens à vendre leurs actions pour payer leurs taxes. Et le pire, c'est les entreprises qui ne sont pas liquides. Donc, sur les 1800 ultra riches, il y a effectivement quelques startups de la tech dont la caractéristique est que, en fait, ils ont des énormes patrimoines parce qu'ils ont énormément investi, mais ils ne dégagent pas encore de profit. Et donc là, comment est-ce qu'on fait? On est face à une situation d'illiquidité où, en effet, vous pouvez vous dire, ah bah, vous détenez, je suis le patron de Mistral, je détiens une entreprise qui est valorisée à 500 millions d'euros, mais en fait, je ne dégage rien. Et bien là, ce que propose la PPL, la proposition de loi, c'est d'échelonner les paiements. En fait, l'État accepte eh bien, de retarder ces paiements jusqu'à ce que Mistral dégage du rendement. C'est juste, en fait, ce qui est intéressant, c'est quand on en arrive là et quand on en arrive à ce niveau de détail-là, ça veut dire qu'on est vraiment dans l'opérationnel. Et encore une fois, sur les 1800 ultra riches, il y a quelques startups de la tech, mais le problème d'illiquidité, il ne se pose pas pour le reste. Encore une fois, Bernard Arnault, 90%, c'est du rendement, c'est des actions et c'est des actions et un patrimoine financier qui a un rendement de 7%. Donc en fait, chaque année, il sera tout à fait capable de payer cette taxe de 2%. Eh bien, voilà. Et donc, pour finir, ce que je voulais juste ajouter, c'est que quand on a fait ce budget avec Lucas Chancel notamment, en tout cas, on l'a coordonné avec des élus de l'ensemble du NFP, en fait, la taxe, elle représentait entre un tiers, disons 30-40% du budget total. Ce que je veux dire, c'est que en fait, l'idée pour financer la transition écologique et les services publics, on a besoin de plus que 25 milliards. Et en plus, ça ne vous aura pas échappé qu'on est dans une situation de déficit compliquée. Et donc, l'idée, c'est de réussir à collecter 50 milliards par an qui nous permettront de dépenser dans la transition écologique, dans les services publics, mais aussi de réduire notre déficit. Et ça, on avait présenté un plan macroéconomique pour faire ça. Et donc, l'idée, c'est, je vais juste finir là-dessus, la taxe Zuckman, c'est essentiel pour ce plan, mais ce n'est pas la seule piste. En fait, il y a d'autres pistes, même si la taxe Zuckman, c'est quand même une grosse pierre angulaire de ce plan-là. Voilà. Merci Anne-Laure. Peut-être simplement pour illustrer, hein, Bernard Arnault, en 2016, sa fortune était évaluée à 41 milliards. C'est-à-dire là, le travail toute une vie, il a fait plein de choses. Très bien. Là, au début janvier, sa fortune est maintenant estimée à 191 milliards. Avec un taux de rendement, comme le disait Anne-Laure, de 7 à 10%, enfin 7%, c'est-à-dire que même s'il ne se lève pas le matin, en fait, ça génère systématiquement au moins 7%. Nous, sur ces 7%, on veut juste prendre 2%, c'est-à-dire finalement faire qu'il s'enrichit un petit peu moins rapidement que ce qu'il ne le fait aujourd'hui. Je trouve que les chiffres posés sont intéressants. Saadé, il a pris en 2020, il a multiplié sa fortune, qui était déjà en milliards, 10 à 11 milliards de mémoire par 4. Voilà, en une année. Ça, c'est pas le travail de toute une vie. Ça, c'est simplement faire fructifier l'actif financier. À toi, Leïla.
Merci beaucoup. Bon, donc Anne-Laure a très bien, je pense, décrit le mécanisme et résumé ce qui joue et son intérêt, etc. Moi, donc, je vous parle au nom d'Oxfam France, hein, qui est une ONG qui lutte contre les inégalités. Euh, un des, un, un des points sur lesquels je voudrais revenir, je pense, c'est le contexte dans lequel on propose ce genre de dispositif, dans quel contexte ça se place et pourquoi c'est intéressant aujourd'hui particulièrement de le faire. On a un triple contexte. Le premier, c'est un contexte, on a un besoin de recettes fiscales qui est important, dans un contexte de crise sociale et de besoin pour la transition écologique. Donc il y a tout un tas de domaines où on sait qu'on a besoin aujourd'hui de milliards pour financer tout un tas de choses qui sont essentielles. Parfois, selon l'angle sous lequel on prend, certains vont pointer les problèmes de déficit, etc. En tout cas, il y a un besoin très concret aujourd'hui de financement pour nos États, nos collectivités, etc. Face à ça, il y a un deuxième contexte qui est très lié hein, au premier, qui est que les inégalités aujourd'hui sociales en France, dans le monde également, en France, sont plus fortes que jamais, et notamment en lien avec un patrimoine de plus en plus important et de plus en plus concentré entre très peu de mains. Le troisième contexte, qui est lui aussi très lié aux deux autres, c'est qu'on a une petite partie des concitoyens français et des résidents fiscaux français qui sont extrêmement riches et qui ne payent pas leur juste part aujourd'hui d'imposition. Ces trois contextes mis les uns avec les autres rendent assez évident le fait qu'il faut faire quelque chose. On a besoin d'argent, il y a énormément d'inégalités avec des gens très très riches. Les gens très 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 riches ne payent pas autant d'impôts qu'ils devraient. Euh, Très concrètement, pour développer et pas juste l'affirmer gratuitement, aujourd'hui, on est dans une situation où en France, pays qu'on considère comme sous tout un tas de critères étant très riche, développé, souvent se considérant comme très avancé, etc. On est dans un pays aujourd'hui où une personne sur sept est sous le seuil de pauvreté, plus de 9 millions de personnes, où une personne sur cinq est menacée de pauvreté ou d'exclusion sociale. C'est extrêmement important. On fait partie des pays records en termes d'augmentation de ces taux ces dernières années en Europe. Euh, Dans un contexte où on vient évidemment de subir tout un tas de crises année après année, qui n'ont pas du tout eu le même impact sur la majeure partie de la population, encore plus sur les plus pauvres et sur les plus riches qui, eux, souvent y ont gagné. Je parle évidemment de la crise Covid, de la crise en Ukraine, de l'inflation, de tout un tas de choses dont on a entendu parler ces dernières années, qui ont parfois justifié plein de choses, des cadeaux sans conditionnalité aux entreprises, tout un tas de mesures politiques qui malheureusement ont soit aggravé la situation, en tout cas n'ont pas permis d'aller contre un effet très concret qui est que ces dernières années, ces inégalités-là se sont creusées. On le sait pour l'inflation, mais là encore, on considère que l'inflation, c'est quasi plus un sujet aujourd'hui. Là, les derniers chiffres qu'on a quand même sur la question en 2023, donc un moment où déjà ça devenait un peu moins important, mais toujours réel, on avait encore en 2023 un impact beaucoup plus important sur les plus pauvres que sur les plus riches, avec deux fois plus d'impact sur les 20% les plus pauvres que les 20% les plus riches, et encore pire, avec concrètement des hausses de revenus hein, qui ont existé, qui sont réelles, des hausses de revenus moyens, qui pour les plus riches ont été plus importantes que leurs coûts et leurs dépenses supplémentaires dues à l'inflation, alors que pour les plus pauvres, vous avez eu vraiment une hausse de revenus qui a été 50% inférieure aux hausses de dépenses. Donc vous avez encore aujourd'hui en cours un appauvrissement des plus pauvres en cours et un enrichissement des plus riches dans notre pays. Euh, Si on se penche d'encore plus près sur la question des plus riches et de ceux qui possèdent le plus, dans notre pays, concrètement ces dernières années, depuis 2019, là aussi au travers des différentes crises qui ont eu lieu, qui ont été destructrices pour des millions de personnes dans le pays et pour beaucoup d'entreprises également de certains côtés. Depuis 2019, si on prend ne serait-ce que les milliardaires français ont acquis en moyenne, si on prend le total concentré, en moyenne 13 millions d'euros par jour.
On parle pas par année, on parle pas par mois, 13 millions d'euros par jour depuis 2019 de plus en richesse constituée. Ça, c'est euh, dans un contexte où si on prend plus largement que les milliardaires, si on prend les 500 plus grandes fortunes, tous les ans, vous les avez déjà probablement vu passer, on va probablement en reparler, on en parle souvent, tous les ans, on a les nouveaux chiffres de challenge qui sont tous les ans de plus en plus importants, battent tous les ans des records sur les 500 plus grandes fortunes de France qui ne cessent d'augmenter leur patrimoine année après année. Les derniers chiffres qu'on a, c'est encore 5% de plus que l'année d'avant, y compris dans des moments difficiles. 5% de plus et encore un record. Cette fois, c'était 1228 milliards au total. Tout ça dans un contexte où ces fortunes, en effet, on a l'habitude de dire, ça a été évoqué en introduction, enfin, on a l'habitude de dire, on entend parfois que certaines personnes ont bien travaillé, que c'est des questions de mérite, c'est très présent dans l'imaginaire collectif et dans ce qu'on entend médiatiquement. Très concrètement, aujourd'hui, une très grande partie de ces fortunes et des fortunes de départ dont on parle sont des fortunes qui sont héritées. Euh, qui sont en fait assez éloignés de la question du mérite et du travail pour les questions dont on parlait hein, là d'accroissement très important, très rapide, qui n'est plus lié à aucune quantité de travail qui peut justifier des dizaines de milliards en quelques années. Ce n'est raccordable à rien en termes d'efforts évidemment. Mais par ailleurs, on parle aussi de fortunes qui sont en grande partie issues de l'héritage, qui constituent ces dernières années une part de plus en plus importante du patrimoine total français. C'est-à-dire qu'une manière d'avoir du patrimoine aujourd'hui en France, c'est de plus en plus difficile en dehors en fait de l'héritage et de la transmission de patrimoine de manière directe. C'est-à-dire qu'on est passé d'un taux de 35% de la part du patrimoine qui était hérité dans les années 70 à aujourd'hui plus de 60%. Donc c'est une différence qui est quand même très importante, qui est encore en cours. Donc tout ça pour dire euh, que ces évolutions, ces concentrations du patrimoine, ces creusements des inégalités sont des phénomènes qui sont très politiques, qui sont le fruit de décisions très concrètes qui ont été prises au fil des années et de ces dernières décennies. Parmi les décisions en question, mais pas les seules, qui ont contribué en gros à taxer de moins en moins le capital et le patrimoine et à faire porter de plus en plus le poids de la fiscalité euh, sur le travail et le revenu. On a bien sûr les réformes qui ont été mises en place en 2017 après l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Ces réformes ont eu tout un tas de conséquences. Globalement, des pertes en dizaines de milliards pour nos finances publiques. Une des plus symboliques qui reste un symbole aujourd'hui important et qui peut-être est une des raisons pour lesquelles on a beaucoup de mal à y retoucher, quand bien même tous les faits montrent que ça a été une erreur majeure, c'est la suppression de l'impôt sur la fortune. Très concrètement, cet impôt qui a été supprimé pour une raison probablement très symbolique, parce que c'est un marqueur fort politique, concrètement nous fait perdre plus de 4 milliards d'euros par an par sa suppression, probablement plus aujourd'hui, euh, au prétexte d'avoir voulu endiguer une sorte de départ de riches relativement imaginaire et au prétexte de vouloir faire revenir des personnes qui seraient pétrifiées par l'ISF et qui reviendraient magiquement par sa suppression. Les statistiques ont montré qu'en fait ça concernait très peu de gens, quelques centaines de personnes à peine, et dont évidemment les retours ont eu un impact beaucoup moins important que les milliards d'euros qui sont perdus chaque année. Donc ça montre quand même que ces arguments qu'on entend fréquemment, qu'on peut entendre également sur cette nouvelle mesure, sont en général assez éloignés des réalités matérielles concrètes qu'on observe et des résultats des études faites sur les choses qui ont vraiment eu lieu. Donc cette suppression parmi d'autres, elle a vraiment accru ce phénomène. Mais bon, elle n'est pas la seule. Il y a tout un tas d'autres choses qui ont été décidées au fil des années et tout un tas d'autres choses qui ont été développées du côté aussi des plus riches et de tous ceux qui les accompagnent en termes de conseils pour trouver toujours des nouveaux moyens d'obtenir de nouveaux types d'exonération, d'utiliser des nouveaux moyens d'optimisation, etc., pour parvenir à payer le moins possible. Le résultat, évidemment, ça a été déjà évoqué par Anne-Laure, c'est qu'on se retrouve dans un pays où concrètement, quand vous êtes tout en haut de la pyramide de la richesse,
vous vous retrouvez à payer moins d'impôts que les autres. Où il y a un cap qui est passé, un seuil à partir de 0,1% des plus riches, où l'impôt très concrètement devient régressif. On paye de moins en moins proportionnellement à nos revenus réels globaux tels que ça avait été calculé et conceptualisé par l'Institut des politiques publiques. Ça, c'est quelque chose qui est conceptuellement inacceptable, mais qui est en plus d'autant plus inacceptable dans un contexte où on parle de richesses qui maintenant partent en dizaines, en parfois centaines de milliards de patrimoine, dans un contexte de crise sociale aussi important, d'inégalité aussi importante, et où on a besoin de moyens de manière aussi importante. Et on utilise la question du déficit, parfois des choses à quelques centaines de millions, des choses qui sont minimes par rapport au montant là dont on parle. Nous, on avait illustré, par exemple, au précédent projet de loi de finances, on avait illustré, évidemment, c'était pas une proposition de texte, mais pour avoir un ordre de grandeur en tête, que les 50 milliards d'euros que le gouvernement se tracassait à aller chercher en annonçant qu'il fallait absolument couper 50 milliards d'euros, enfin trouver 50 milliards d'euros en grande partie en coupant des dépenses, et donc ça au sacrifice de tout un tas de choses dans nos services publics, dans notre solidarité. Bon, bah, ces 50 milliards, ça représentait en réalité moins de 10% de ce que possédaient rien que nos milliardaires en France. C'est-à-dire que s'ils étaient taxés un tout petit peu mieux, de manière un peu plus efficace, pas seulement eux, mais évidemment les ultra-riches dans leur ensemble, probablement que la question de ces 50 milliards ne se poserait même pas. Donc c'est pour ça que c'est une question qui est très politique, qui est vraiment une question aussi de volonté politique, de décision, de quel choix on fait, quel prétexte on prend, quelle solution on trouve. Là, concrètement, on en a une qui permet d'apporter, selon les calculs qui ont été faits par Gabriel Zucman, entre 15 et 25 milliards d'euros par an. Certains vont réussir à vous dire que finalement, c'est pas grand-chose, ou que c'est trop peu de gens, ou que ça reste un petit montant. Il faut quand même avoir en tête que il en a fallu bien moins comme prétexte en termes de nombre de milliards, par exemple, pour avoir une régression sociale aussi importante que la dernière réforme des retraites. Il faut avoir en tête que ces milliards-là, c'est 10 fois plus que ce qu'on a supprimé l'année dernière, par exemple, euh, toujours au nom du déficit, par exemple dans l'aide publique au développement. Plus de 2 milliards d'euros, c'est une perte énorme pour la solidarité internationale et pour l'aide au développement en France, des milliards aussi pour l'écologie. Tout ça, c'est des montants qui restent bien inférieurs à ce qu'on gagnerait avec les recettes d'une proposition comme celle-là. Donc tout ça, ça rend pour nous extrêmement important de soutenir ce type de proposition, avec évidemment l'idée que rien n'est miraculeux, qu'il faudrait plein d'autres choses. On a plein d'autres propositions d'ailleurs, mais que symboliquement aujourd'hui, on est dans quelque chose, dans une situation, un contexte qui est trop grave pour continuer à laisser passer. Là, on parle même pas seulement de justice fiscale dans un sens d'idéal, dans un sens de mesures qui rendraient magiquement les gens égaux dans notre pays et qui auraient un impact extrêmement important sur l'égalité. On parle de quelque chose qui est aujourd'hui en fait assez scandaleux, c'est que vous avez des gens qui aujourd'hui réussissent à ne payer, alors qu'ils possèdent plus de 100 millions d'euros de patrimoine. En totalité, tous les impôts qu'ils payent reviennent à moins de 2% de ce qu'ils possèdent. Ça montre qu'il y a un problème très concret à résoudre, qui est au-delà de la question de l'égalité, qui est vraiment de l'ordre du dysfonctionnement, auquel il faut être capable aujourd'hui de répondre pour pouvoir financer les services publics, pour pouvoir vraiment, c'est des choses qui sont aujourd'hui les principaux remparts, on le sait, contre la pauvreté dans ce pays. C'est les services publics, c'est ce qu'on investit dans la santé, dans l'hôpital. C'est aujourd'hui ce qu'on sacrifie pour des questions de déficit, alors qu'on continue de laisser passer ce genre de dysfonctionnement et de faire des cadeaux très importants sans raison à une toute petite minorité d'ultra-riches. Merci, Leïla. C'était très éclairant sur l'état des inégalités et de la façon dont sont structurés désormais les patrimoines en France. Et effectivement, ça donne corps un peu aux besoins de cette taxe. On va passer à Fanny Petitbon, qui est donc spécialiste climat pour 360, 350.org. Pardon, je vais te laisser présenter peut-être l'organisation et puis tu nous parleras des impacts environnementaux de cette hyperconcentration des richesses. À toi. Merci beaucoup, Ghislaine, Thomas, pour cette invitation et ravie d'être là avec des représentants éminents de la lutte pour la justice fiscale.
Donc moi, je travaille pour une ONG de mobilisation citoyenne pour le climat qui s'appelle 350.org et qui mise vraiment sur le pouvoir citoyen, les voix de chacun, chacune d'entre nous pour faire bouger les lignes en faveur de plus d'actions climatiques. Et là, vous êtes surtout en train de vous dire, mais est-ce qu'elle s'est pas trompée de webinaire? Parce que c'est quoi le lien en fait? Ça paraît un peu surprenant, une ONG qui travaille sur le climat et qui vient parler de la taxation des ultra-riches. Mais en fait, on peut pas vraiment parler de crise climatique si on parle pas de concentration extrême des richesses et du pouvoir. Le changement climatique, c'est l'une des plus grandes injustices de notre époque. On a quand même les pays, les populations qui émettent le plus de gaz à effet de serre, qui sont impactés mais moins que les populations les plus pauvres qui, à l'inverse, subissent les pires impacts du changement climatique, notamment en Afrique, en Asie, dans le Pacifique. Et on l'a vu, la crise climatique, c'est déjà une réalité, elle est là. On voit bien que la limite que s'étaient fixée les gouvernements il y a bientôt 10 ans à Paris de rester sous 1,5 degré de réchauffement climatique, elle est fortement menacée. En 2024, il y a quand même eu plus de 150 catastrophes climatiques à l'échelle mondiale. Les Philippines, par exemple, ils ont été touchés par 6 typhons en l'espace d'un mois. Il y a des inondations au Pakistan, au Brésil, des vagues de chaleur au Japon, au Mali. Pas plus tard que vous l'avez vu, sans doute les images très très impressionnantes du village en Suisse qui a été complètement enseveli ces derniers jours suite à la fonte de glaciers. Et puis dans la vie de tous les jours, c'est des maisons inondées, des récoltes détruites, une explosion des prix de l'énergie, que ce soit en France ou ailleurs dans le monde. Et la France, elle n'est pas du tout épargnée, hein. On le sait, il y a quand même 6 Français sur 10 qui sont déjà concernés par un des risques climatiques, que ce soit pénurie d'eau, inondation, sécheresse, le sud, le nord, mais bien sûr, on pense aussi aux cyclones tropicaux dans les Outre-mer. Et ça, c'est pas du coup un chiffre qui vient d'ONG, c'est France Assureur qui le dit. Le coût des catastrophes climatiques en France, il est passé de 1,5 milliard d'euros par an en moyenne entre 1982 et 1989 à 6 milliards d'euros par an entre 2020 et 2023. Donc le coût financier, en plus du coût humain, bien entendu, de ces catastrophes climatiques est absolument énorme. Et bien sûr, la principale responsable de cette crise climatique, c'est l'industrie des énergies fossiles, donc le pétrole, le gaz, le charbon, qui sont responsables de 75% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Mais clairement, cette industrie polluante, elle n'est pas la seule responsable. Et les milliardaires, les ultra-riches, jouent aussi un rôle absolument disproportionné dans cette crise. Et vraiment, en fait, on voit qu'il y a clairement une impunité. Donc forcément, quand vous allez dire, ah bon, ultra riche, crise climatique, on va penser aux yachts, on va penser aux jets privés, on va penser aux villas climatisées à l'autre bout du monde. Et là, je voudrais vraiment mettre en avant un excellent rapport de nos collègues d'Oxfam qui a été publié l'année dernière, qui s'appelle Les inégalités carbone tuent. Il a été publié juste avant la COP29 à Bakou, qui montre que les 50 milliardaires les plus riches au monde polluent plus que 1,3 milliard de personnes au monde. 50 milliardaires polluent plus que 1,3 milliard de personnes dans le monde. Et ça, uniquement à travers leur patrimoine financier. Parce que l'empreinte carbone des milliardaires, elle est aussi très importante parce qu'ils investissent énormément dans des industries qui sont fortement émettrices en carbone, notamment bien sûr les industries des énergies fossiles. Si toute la population consommait comme les 50 personnes les plus riches au monde, c'est simple, en 2 jours de l'année, c'est-à-dire le 2 janvier, on aurait épuisé le budget carbone mondial, c'est-à-dire ce qu'on peut émettre et qui est absorbé par les puits naturels de captation, c'est-à-dire les forêts, les océans. Au-delà de ces 2 jours, en fait, on aurait plus rien. Donc c'est vraiment une empreinte qui est énorme et on a Bernard Arnault, un petit cocorico qui émet 1200 fois plus d'émissions de CO2 qu'une Française moyenne. Clairement, les milliardaires, ils sont conscients de leur rôle dans la crise climatique. On leur rabâche les oreilles. Il y a des activistes qui vont traquer notamment les vols des jets privés, ce qui a notamment fait que Bernard Arnault a vendu, enfin c'est l'une des raisons qui a fait qu'il a vendu le sien. Bon, maintenant, il le loue, c'est pas forcément mieux. Et en fait, il résiste vraiment à ce changement. Parce que, en fait, même si personne n'est épargné par le changement climatique, les ultra-riches, ils sont quand même
relativement protégés grâce à leur richesse. Ils peuvent avoir une villa à la montagne, voilà, ils peuvent prendre des mesures que le commun des mortels, malheureusement, ne peut pas. Et dans le même temps, comme l'a dit tout à l'heure Anne-Laure et comme l'a rappelé Leïla, bien sûr, ces mêmes ultra-riches, ils payent beaucoup moins d'impôts que la majorité d'entre nous. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et en fait, nous, ce qui nous a donné envie de nous engager là-dessus, c'est que c'est clairement un choix politique délibéré qui a été fait, c'est-à-dire celui de protéger les ultra-riches en ne les taxant pas de manière suffisante au détriment des plus vulnérables. La bonne nouvelle dans tout ça, parce que là je vous ai dépeint quand même un tableau assez sombre, c'est que bah, si les ultra-riches ils sont la cause du problème, ils peuvent être aussi la solution. Et donc notamment en allant taxer leur patrimoine, eh bien on peut agir contre les conséquences du changement climatique. Les gouvernements, ils nous assènent qu'ils font preuve de courage. On l'a vu en France, on l'a vu au Royaume-Uni. Ils font preuve de courage politique en mettant en place des mesures austéritaires, en allant couper. Alors, on parle beaucoup des coupes dans les services publics, dans la transition écologique. Il faut savoir aussi qu'il y a eu d'énormes coupes dans l'aide publique au développement, et notamment pour les financements qui sont censés venir en soutien aux populations, aux pays du Sud qui sont les plus directement impactés par le changement climatique. Mais en fait, le courage politique, ce serait vraiment d'aller taxer cette classe d'ultra-riches, donc qui concentre énormément d'argent. Et c'est pour ça que nous, côté 350, on a lancé une campagne qui s'appelle Taxons leur milliard. On l'a lancée l'année dernière avec l'objectif d'obtenir cette victoire politique, ou en tout cas déjà de contribuer à la faire monter dans le débat public. Un travail qui avait déjà été largement entamé par Oxfam et Attac pour dire cet argent, c'est pas juste taxer les riches pour taxer les riches, c'est financer l'accès aux énergies renouvelables pour tous et toutes, c'est réduire les factures d'électricité, c'est moderniser les réseaux de transport, de chauffage, c'est construire des logements sociaux qui sont durables, c'est aussi assurer la reconversion des personnes, des ouvriers, des ouvrières qui travaillent dans des secteurs polluants pour leur permettre de trouver un emploi vert. Et donc voilà, c'est vraiment l'idée, c'est d'avoir un panel d'investissement dans quelque chose qui répond aux besoins des citoyens et qui les prépare à un avenir qui, on le sait, n'est quand même pas brillant. Il y a quand même un plan d'adaptation qui est sorti, un ancien ministre de la transition écologique qui parlait d'une France à 4 degrés. Il faut absolument tout faire pour limiter le réchauffement, mais il faut déjà se préparer aux impacts. Et cet impôt, c'est pas juste un outil fiscal pour nous, c'est aussi un outil démocratique. Parce que les ultra-riches, malheureusement, ils se contentent pas de pas payer la part d'impôt qu'ils devraient. Ils bloquent aussi l'action climatique de différentes manières. Nous, l'équipe 350 travaille là-dessus, c'est l'équipe européenne. Donc, on travaille en France, au Royaume-Uni et en Allemagne. Et au Royaume-Uni, par exemple, il y a un milliardaire qui s'appelle Jim Ratcliffe, qui est président fondateur d'un groupe qui s'appelle INEOS, un gros conglomérat industriel dans le pétrole, le gaz et la chimie, qui, par exemple, a fait tout ce qu'il a pu, notamment pour contribuer à la fin de politiques climatiques ambitieuses en Angleterre, ou à financer même à l'époque où il y avait pas, où le Royaume-Uni était encore dans l'Union européenne, des groupes qui s'attaquaient frontalement à des politiques telles que le pacte vert en Europe. On a des milliardaires comme Vincent Bolloré qui financent la désinformation climatique. Et ça, on le voit jour après jour, une montée en puissance du discours climato-sceptique, donc qui est nourri par tout un tas de médias, évidemment, qui penchent beaucoup à droite. Donc un impôt sur la fortune, ça permettrait aussi de limiter ce pouvoir nocif, de restaurer une justice fiscale et de reprendre le contrôle. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comme ce sujet qui était vu un peu comme une proposition d'hurluberlu, d'utopiste il y a quelques années, vraiment rentrer dans le débat public, avec maintenant chaque nouvelle première ministre, on en a quand même eu 4 en l'espace de un an et demi, qui, soit juste avant sa prise de fonction ou juste après, doit se positionner sur ce sujet-là. Donc il y a vraiment un sujet qui est de plus en plus plébiscité par les Français et qui est repris à l'échelle internationale, mais je laisserai Vincent en parler. Et donc, j'en parlais tout à l'heure, les bénéfices concrets. Alors, on a fait un peu des simulations de combien de logements pourraient être isolés, combien d'éoliennes pourraient être construites avec un impôt alors plus élevé parce que
2%, c'est un peu le minimum syndical, mais en tout cas qui serait acceptable politiquement. Nos collègues d'Oxfam ont calculé que si on veut vraiment changer les choses, il faut atteindre un impôt de 8%, 8,6% sur la fortune des milliardaires. C'est par exemple chaque année en France 330 000 logements qui pourraient être isolés, 430 000 pompes à chaleur qui pourraient être installées. Et puis, c'est aussi, j'en parlais tout à l'heure, la question de la justice climatique à l'échelle mondiale. On le sait, ça c'est une des grosses faiblesses dans le cadre des négociations internationales pour le climat. Et la France fait partie des pays développés qui doivent monter au créneau. Il faut savoir qu'à la COP29 à Bakou, donc il y a un petit peu moins d'un an, qui était censée être la COP des financements climat, et bien en fait les pays du Sud se sont retrouvés littéralement avec des miettes. Les pays du Nord se sont engagés à accorder 300 milliards de dollars par an pour aider les pays du Sud à faire leur transition énergétique, c'est-à-dire en gros à se développer sans passer par la casse fossile et à s'adapter aux impacts du changement climatique. C'est absolument ridicule puisqu'il leur faudrait au minimum 1000 milliards de dollars par an à ces pays du Sud pour enclencher leur action climatique. La France, elle donne 7,6 milliards d'euros, ce qui est pas mal du tout par rapport à tout un tas d'autres bailleurs institutionnels, mais ce chiffre, en fait, il va être remis à jour. L'engagement était de 6 milliards d'euros et la France l'a dépassé, mais il arrive à expiration cette année. Et donc la France doit mettre à jour son nouvel objectif pour les 5 à 10 prochaines années et il est fortement remis en question. Il y a très très peu de chances qu'il soit maintenu. Or, la France, de par son histoire coloniale, a une dette envers ces pays du Sud. Donc, cette taxation sur les ultra-riches permettrait aussi de faire en sorte que cette aide-là, qui n'est pas de la solidarité, qui n'est pas de la charité, mais littéralement une dette, soit réellement payée par la France, et notamment pour aider des projets, pour financer des projets qui sont portés par les communautés. Je voudrais juste terminer là-dessus. C'est très important de montrer que l'argent, parce qu'on pense forcément à répondre aux besoins en France, mais cet argent, quand il va dans les pays du Sud, il faut qu'il puisse bénéficier à des communautés locales qui portent des projets directement, pas uniquement par des entités nationales. Et en ce moment, il y a tout un tas de communautés le long du pipeline de l'oléoduc ICOP, donc qui est un projet de Total Energy, qui sont formés notamment par les équipes de 350 et des partenaires pour développer leurs propres sources d'énergie renouvelable et ne pas avoir à dépendre de l'argent qui serait donné par des gros conglomérats fossiles pour aller chercher leurs ressources dans le sol. Donc ils reprennent contrôle sur leur vie, sur leur production d'énergie et ne sont pas susceptibles du coup de laisser des grosses multinationales les obliger à se déplacer. Voilà. Et donc juste avant de passer la parole à Vincent, on s'est mobilisé du coup Attaque, Oxfam et 350 dans le cadre de cette séquence au Sénat. On a publié une lettre ouverte adressée aux sénateurs, donc c'est sous forme de pétition. On a déjà 30 000 personnes qui ont signé. On a passé la barre des 30 000 ce week-end. L'objectif, c'est d'arriver aux 50 000 d'ici le 12 juin. Donc on compte sur vous pour la signer, en parler autant que possible. Et bien sûr, ce vote, il est clé. Mais ça s'arrêtera pas là. Il y aura bien sûr des mobilisations dans le cadre des élections municipales, dans le cadre du projet de loi de finances en septembre prochain. Et puis on prévoit aussi de remobiliser les forces climat dans la rue. Donc tout ça pour vous dire que si jamais ça passe pas cette fois-ci, ne relâchons pas l'énergie. On n'a jamais été si près du but. Et ça, c'est beaucoup, beaucoup grâce à cette mobilisation des citoyens, des élus, des ONG et des économistes. Merci. Merci Fanny pour le message d'espoir final et je partage et on en parlera peut-être par la suite en répondant aux questions qui nous sont posées. Dernier intervenant, Vincent Andrezet, membre du conseil scientifique d'Attaque et auteur co-auteur de 15 idées reçues sur la fiscalité et de Il faut faire payer les riches. Donc je pense qu'on est pile dans le sujet. On a besoin que tu nous parles un peu du contexte international dans lequel se place ce débat, puisque ça a été rappelé, à la base, il y a une commande pour le G20 qui est faite auprès de Gabriel Zucman. Et donc, ce débat, il est
international, puisque cet évitement des plus riches en termes d'impôts, il existe dans beaucoup de grandes démocraties occidentales aujourd'hui. Donc, je te laisse la parole pour nous expliquer tout ça. Merci, mais bonsoir à toutes et tous. Et donc, je vais organiser le propos autour de deux, trois idées, en partant effectivement du mouvement international. Je dis mouvement global parce qu'il est marqué par la concurrence fiscale, mais aussi par des résistances à la concurrence fiscale, et puis venir sur l'élément un peu plus central de notre débat autour de la taxe Zuckman et de quelques arguments qui peuvent circuler. Pardon. Sur la situation internationale, ce qu'il faut voir, c'est depuis une quarantaine d'années, nous sommes dans un mouvement de concurrence fiscale qui s'est durci au cours des dernières années, et singulièrement en France. La concurrence fiscale, c'est quoi? C'est faire en sorte que les États allègent la pression sur notamment ce qu'ils considèrent comme des investisseurs, donc les plus riches, et les impôts sur les grandes entreprises pour attirer des richesses, attirer des investissements. C'est en tout cas le conte qu'on nous vend, si j'ose dire, puisqu'en réalité, c'est profondément idéologique, c'est quelque chose qui vient du 19e siècle. Je vous demande de m'excuser, puisqu'au 19e siècle, les conservateurs étaient contre toute forme d'impôt, surtout contre toute forme d'impôt direct. Et avec les politiques néolibérales initiées par Reagan et Thatcher notamment, on a assisté à ce développement de la concurrence fiscale qui s'est donc traduit en France par la baisse de l'imposition des sociétés, par la baisse de l'imposition des plus riches, par en Europe la suppression des impôts sur la fortune et globalement dans un grand nombre de pays, c'est ce mouvement qui a provoqué à la fois un assèchement des recettes publiques et une grande injustice fiscale. Face à ça, s'est organisée progressivement une forme de résistance notamment incarnée par le réseau Tax Justice Network, qui est né au début des années 2000, l'Alliance globale mondiale pour la justice fiscale, et un certain nombre d'organisations, et là, nous sommes là, Oxfam, 350, ATTAC, mais d'autres, des organisations syndicales, ont considéré que ce qui se passait était à la fois injuste socialement, de plus en plus dangereux sur le plan de la transition climatique, et inefficace économiquement. Et donc, progressivement, on s'est organisé de la plateforme Paradis fiscaux judiciaires, de l'Alliance écologique et sociale, mais aussi au niveau international, dans des forums sociaux il y a une vingtaine d'années, mais dans des contacts bilatéraux, pour dire non, ça ne va pas. Et c'est intéressant de voir que finalement, le débat qu'il pouvait y avoir dans certains États comme la France au XIXe siècle entre Jaurès qui voulait un impôt progressif sur le revenu et Adolphe Thiers qui le combattait, se traduit aujourd'hui à l'échelle internationale. Avec les crises, comme la crise de 2008 notamment, eh bien, les États, notamment les membres du G20, ont dû dépasser d'une certaine manière un certain nombre de contradictions et essayer de trouver des solutions, ou en tout cas d'envoyer le signal aux populations qu'il fallait trouver des solutions. Ça avait donné lieu d'ailleurs au lancement du plan BEPS, 15 mesures qui concernaient notamment les entreprises, mais également un peu déjà les particuliers avec l'échange d'informations bancaires pour soi-disant mettre fin aux paradis fiscaux. Ça n'a pas pleinement réussi, mais on ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé. Et d'ailleurs, on a vu en 2021, et ça s'est traduit l'année dernière dans le droit fiscal national, cette fameuse imposition minimale de 15%. Mais dans le même temps, partout, on a vu, les statistiques l'ont montré, que les plus riches avaient non seulement organisé l'évitement de l'impôt par une optimisation, parfois de fraude, et que la concentration des richesses, ça a été dit, a été assez spectaculaire, en France et également ailleurs. C'est la raison pour laquelle, en 2024, et j'essaie de faire très vite, est venue au G20 cette idée lancée par Gabriel Zucman de cet impôt plancher de 2% sur la fortune des ultra-riches. Donc effectivement, Laure l'a dit tout à l'heure, ce sont des ultra-riches. Ce n'est pas notre monde. Ça ne nous concernera pas, ou plutôt, ça nous concernera de manière positive, dans le sens où si cette proposition de loi passe en France, et si elle était portée au niveau international, mais ça permettrait d'alléger l'austérité. C'est un enjeu important. Donc, on a retrouvé l'année dernière au G20, sur la base d'un rapport de Gabriel, cette idée d'un impôt qui avait une assiette, comme on dit dans le jargon fiscal, assez large, c'est-à-dire qui concrètement, pour l'exemple français, impose du patrimoine, notamment financier, qui n'était pas imposé à l'ancien impôt de solidarité sur la fortune. Lula a porté ce projet dans le cadre du G20, et donc c'est devenu un enjeu politique international et par suite national. Ça, c'est un acquis sur le plan de la bataille des idées, puisqu'avant que des projets naissent, il faut déjà batailler et convaincre les populations, un certain nombre de pouvoirs publics, que l'idée est légitime et qu'elle est souhaitable. C'est l'acquis de l'année 2024 d'avoir, au niveau du G20, mis à l'agenda cette taxe, cet impôt plancher sur les plus riches qui, grosso modo, est un peu le pendant de l'imposition minimale sur les multinationales de 15%. Alors, on peut dire que c'est insuffisant, certes,
mais c'est un acquis. Maintenant, c'est à l'agenda. Et donc, il va falloir effectivement mener cette bataille au niveau international, y compris en expliquant ici ou là, en échangeant que cette injustice fiscale qui s'est nouée va contre l'action publique, contre les services publics, contre les modèles sociaux, contre maintenant la transition climatique, qui est le mot climatique, et devant nous, nous sommes même en plein dedans, si j'ose dire. Et à TAC, on considère que les enjeux sociaux et climatiques sont intimement liés, mais comme dans d'autres organisations. Donc, il va falloir mener cette bataille au plan international parce qu'il y a des alliés et il faudra la mener, évidemment, j'en viens maintenant au plan national, y compris, je vais prolonger un peu ce qu'Anne-Laure disait tout à l'heure sur la question des idées reçues, parce que nous retrouvons aujourd'hui sur ce débat les mêmes arguments que ceux des conservateurs du 19e siècle, qui disaient à l'époque, quand Jaurès voulait la création d'un impôt sur le revenu progressif, ça va appauvrir la France parce que ça va faire fuir les riches. Voilà un des arguments centraux qu'on retrouve aujourd'hui dans le débat. Et si on veut convaincre, pour reprendre son expression, tonton Didier dimanche midi, eh bien, il va falloir lui dire ce qui s'est passé au moment de l'ISF. Quand l'ISF était en place, et c'était un impôt imparfait, mais il avait une forte valeur symbolique, on disait déjà, on avait déjà les conservateurs, les néolibéraux, peu importe comment on les qualifie, qui nous disaient les riches fuient, ça fait fuir l'investissement, la France s'appauvrit. Quand on regarde les données précises, les données de Bercy, on s'aperçoit que tous les ans, 0,2% du nombre de personnes qui payaient l'ISF, donc on avait 4 à 500 000 personnes qui payaient l'ISF, sur ces 4 à 500 000 personnes, 0,2% partaient à l'étranger. Certains revenaient, environ un tiers. On voit que le phénomène lui-même était marginal. Je ne dis pas qu'il n'existe pas, il est marginal. Ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est que ceux qui partaient, parfois, continuaient à résider en France et c'était des fraudeurs. On en retrouvait dans l'administration fiscale 150 à 200 par an. Parce que mieux vaut vivre en France avec des bonnes écoles et un modèle social relativement performant par rapport aux autres pays. Troisième enseignement, les personnes qui partaient vraiment, lorsqu'elles résidaient en France avant de partir, elles avaient des investissements en France et à l'étranger, des investissements immobiliers, des investissements financiers. Lorsqu'elles partaient à l'étranger, elles conservaient ces investissements. Donc la perte pour l'économie était marginale. Alors ça ne veut pas dire que si cet impôt, taxe Zuckman, qui a une assiette plus large, se met en place, qu'il n'y aura pas de phénomène de tentative d'exil, mais il y a des réponses techniques à cela. Et ça, il faut effectivement le dire. Pour conclure, un des grands acquis de cette proposition de loi, c'est que ça pourrait marquer enfin une rupture dans ce retournement fiscal qui a été illustré, on l'a dit, la position des plus riches est faible, la position des plus riches est régressive par rapport au reste de la population. On assiste à une offensive pour promouvoir la TVA sociale, pour promouvoir l'austérité. Si cette proposition de loi passe là le 12 juin ou lors du budget prochain, parce qu'il va y avoir une forte bagarre d'idées de fond autour du projet de loi de finances 2026, ça marquerait d'une certaine manière la fin d'une époque, en tout cas nous on l'espère, la fin d'une séquence qui depuis 40 ans consiste à grignoter sur les impôts directs progressifs les plus justes et à faire en sorte que le système fiscal devienne de plus en plus injuste et amène à ce qu'on a dit, l'incapacité de financer l'action publique, l'incapacité de prendre en charge les besoins sociaux. Pour nous, c'est tout le débat politique au sens noble du terme. Merci. Merci. Alors, on m'a transmis les questions qui ont été posées. Certaines ont déjà été un peu répondues. Je vais quand même parler de la suite du parcours en cas de rejet du Sénat. Ça a été une des questions, et c'est une question à mon avis importante, mais Vincent, dans sa conclusion, en a parlé. On est sur une question fiscale, et donc c'est une question qui revient chaque année au moment du budget. Donc là, on l'a mis dans notre niche parce qu'on voulait marquer le coup par rapport au fait qu'elle était adoptée à l'Assemblée nationale, et donc on voulait remettre au plus vite ce débat au centre du jeu politique. Mais chaque année, en tout cas dès le mois de septembre, enfin octobre, quand on va commencer à vraiment travailler sur le PLF, le projet de loi de finances, on va remettre ce sujet au centre des débats. Et donc c'est là où on a besoin de la mobilisation de chacun. C'est pour ça que c'est important ce soir d'avoir à la fois une approche technique, économique de la question, mais aussi une approche de mobilisation, parce que c'est là-dessus, c'est par la mobilisation extérieure qu'on gagnera. Et ça rejoint une autre question sur pourquoi il n'y a pas de consensus au sein des contribuables sur le faire payer les plus riches. Je pense que il y a dans notre pays une forme de discours qui s'est installé depuis 2017 notamment,
où globalement, on préfère une France de milliardaires qu'une France d'assistés, pour reprendre les termes de la droite et des conservateurs. Et donc que chacun pourrait devenir un jour un ultra riche, et donc il faudrait surtout pas les faire contribuer, puisque ça pourrait nous tomber dessus. Bon, les trajectoires, et ça a été rappelé par Oxfam, les trajectoires et la construction de patrimoine sont un peu plus complexes que ça, mais il y a bien un discours à déconstruire sur le fait que ce n'est pas une nouvelle taxe en plus parce qu'on veut tout taxer tout le temps. C'est vraiment un sujet d'équité fiscale, et ça, c'est un sujet éminemment politique qui ne gagnera que si on s'en empare réellement politiquement dans la société, à faire monter le sujet de l'inégalité devant l'impôt, en disant, mais vous payez plus d'impôts que les milliardaires, et ça, ce n'est pas normal. Et donc, on voit bien que chaque année, en tout cas dès le mois d'octobre pour le prochain budget, si on a perdu cette bataille ici au mois de juin, on aura quand même cranté un sujet où il faudra s'expliquer sur ces inégalités, ces évitements devant l'impôt, et donc on aura besoin d'une mobilisation importante pour faire sortir les débats des murs du Palais du Luxembourg. En réalité, nous, on a beaucoup de débats ici qui sont très peu suivis, mais qui gagneraient à être popularisés, puisqu'on entend parfois des horreurs dans l'hémicycle. Et donc, montrer qu'il y a forcément, quelque part, une forme de cynisme, voire d'hypocrisie de la part de certains sénateurs sur cette question. C'est important. On a besoin de faire sortir aujourd'hui ces débats des murs du Palais. Et donc, ça sera l'occasion le 12 juin, mais ça reviendra après. Euh, sur les questions, peut-être, Oxfam, vous aviez parlé d'autres propositions, et c'est vrai qu'on a souvent porté aussi la question d'un ISF climatique. Peut-être présenter cette proposition aussi, parce que on a beaucoup d'idées pour faire contribuer les grandes fortunes, et peut-être expliquer ce que c'est l'ISF climatique par rapport à cet impôt plancher. Peut-être que ce serait voilà, une des questions qui a été posée. Merci. Oui, oui, non, on a beaucoup de propositions en réalité, comme les autres organisations qui sont ici présentes d'ailleurs. On a ce qu'on appelle un manifeste fiscal avec une quinzaine de propositions, 16 propositions qui rapporteraient plus de 100 milliards. Parmi ces propositions, il y a en effet l'ISF climatique qui pour nous est une mesure assez emblématique, notamment parce que c'est un symbole pour nous très fort et très problématique, qui a été la suppression de cet impôt sur la fortune, qui avait tout un tas de défauts, mais le supprimer n'était pas forcément la bonne solution, de plus en avoir du tout pour avoir une véritable imposition du patrimoine qui ne porte pas que sur l'immobilier, comme c'est le cas maintenant avec l'IFI. Donc pour ça, évidemment, on propose de le rétablir. On propose de le rétablir en évitant tout un tas de ces défauts précédents, notamment en termes d'exonération, de méthodes de calcul, etc. Là-dessus, on s'est inspiré notamment des propositions et des analyses d'attaque que représente Vincent ce soir, et de leur proposition d'ISF rénové qui rapporterait 10 milliards d'euros. Donc à partir de cette proposition d'ISF rénovée qui enlève les défauts de l'ancienne version de l'ISF, on ajoute ce qu'on appelle une surtaxe climatique. C'est pour ça qu'on appelle ça l'ISF climatique. C'est-à-dire que l'idée qu'on retrouve dans plusieurs de nos propositions à Oxfam, qui est très liée au discours qu'a tenu ce soir Fanny, hein, c'est la même idée, c'est que on constate qu'une toute petite partie de la population très riche et privilégiée contribue très fortement euh, à la crise écologique et à la pollution, notamment en très grande partie par les investissements, par là où est mis leur argent, par là où est mis leur patrimoine, etc. Et donc, euh, en surtaxant le patrimoine plus polluant, l'idée, on a une idée double à la fois bon de recettes, mais si au bout d'un moment en fait ça représentait plus grand-chose, ce serait pas très grave parce que comme souvent avec la fiscalité verte, il y a un double objectif, mais l'objectif premier c'est la lutte contre le changement climatique, donc et la crise écologique. Donc si finalement ça ne s'appliquait plus, bon, ce serait pas grave. Là aujourd'hui, en tout cas tel que ça a été conçu et calculé, c'est quelque chose qui rapporterait 7,6 milliards. Si on enlève les 2 milliards actuels de l'IFI, donc l'espèce de tout petit reste qu'on a de l'ISF, ça fait un total de 15,6 milliards de plus pour les finances de l'État et donc la taxation du patrimoine et contre les inégalités.
Merci. Ah, et pardon, Ghislaine. juste un tout Ouais, petit point vas-y. supplément, pas sur l'ISF, mais sur le point qui a été évoqué juste avant, la question juste avant, sur la question de la perception par la population. Je pense qu'en effet, on a un biais médiatique qui est très fort, mais finalement, en fait, les dernières études qui sont les derniers sondages qui sortent sur le sujet ces dernières années, qui sont pas toujours les plus mis en avant, mais il y en a eu plusieurs qui sont sortis, notamment dans l'IB il y a un an, je crois, et nous, en septembre, on avait commandé également à Verian un sondage sur ces questions-là, où finalement vous voyez qu'en réalité, si la question est posée de manière, comment dire, claire, en fait la majeure partie de la population est assez favorable à une taxation plus importante des plus riches. On est sur des résultats de nos sondages sur les différentes questions, sur des réponses où la plupart du temps on est sur plus des trois quarts de la population qui est d'accord pour une meilleure imposition des plus riches, pour plus de justice fiscale, etc. Pourquoi on a l'impression dans certains sondages ou dans certains discours que c'est pas le cas? À la fois parce qu'il y a certains discours qui sont pas représentatifs mais omniprésents, mais aussi parce que ça fait des années on entend qu'il faut baisser les impôts sans préciser de quels impôts on parle, sans préciser ce que ça veut dire. Et quand les gens sont en difficulté financière, bah, ils ont bien envie qu'on leur baisse leurs impôts. Ça paraît assez intuitivement comme ça. On n'a pas trop d'argent, on paye des impôts. Si on peut les baisser, on a envie de prendre. Sauf qu'on nous dit pas qu'en général, baisser les impôts, en fait, ça veut dire baisser les impôts des plus riches. Donc quand vous précisez la question, quand vous dites pas juste est-ce que vous êtes pour baisser les impôts, mais est-ce que vous êtes pour baisser les impôts des plus riches? Est-ce que vous êtes pour augmenter les impôts, sous-entendu les vôtres? Ou est-ce que vous êtes pour augmenter les impôts des plus riches? Là, on n'a pas du tout les mêmes résultats. Il y a un effet de cadrage. Une question de Grégory Blanc. Alors, pas une question de Grégory Blanc, une question de Jean. Est-ce qu'il y a d'autres nations qui ont déjà mis en place ou essayé de faire voter une mesure similaire à la taxe Zuckman? Peut-être Vincent Drozet? On n'en est pas là, on est assez précurseur, mais c'est peut-être une bonne spécificité française. Ce qu'on sait par contre, c'est que des pays comme la Belgique, pas loin de nous, s'étaient déclarés favorables à ce projet-là. Et c'est le drame de la concurrence fiscale, c'est que là, en France, notamment, on a eu Bruno Le Maire à l'époque qui nous disait mais c'est très bien, mais il faut que ça se mette en place à l'échelle internationale. Sous-entendu, ne touchons surtout pas les mesures mises en œuvre depuis 2017, notamment en France, qui ont un coût. Hein. Je rappelle juste qu'en coût cumulé, depuis 2018, nous avons calculé que l'allègement des impôts sur les grandes entreprises et les plus riches, c'est un manque à gagner donc, cumulé de plus de 207 milliards d'euros. Hein. Donc c'est quelque chose, il y a une responsabilité dans la situation des finances publiques de ces choix-là. L'idée de Lula et du G20, c'était effectivement d'avoir cette dynamique qu'il y a eu à l'occasion du plan BEPS, de faire en sorte que dans une forme de ce qu'on peut appeler qualifier une gouvernance mondiale multilatérale, eh bien, tous les pays s'engagent à mettre en œuvre ce projet-là. Il faut viser toujours cet objectif, c'est sûr, mais c'est faisable aussi en France. Et j'ajoute juste que c'est faisable en France, ne serait-ce que parce que nous avons un système encore, un modèle social assez développé, les services publics, même s'ils souffrent, on est bien passé pour le savoir, assez développé, qu'il faut assumer l'idée qu'il y a plus de prélèvements obligatoires, comme on le dit en France, qu'ailleurs, tout simplement parce que le système est beaucoup plus solidaire et collectif, mais ailleurs, même s'ils payent moins d'impôts, c'est parce qu'ils ont des systèmes privés qui sont tout aussi coûteux, voire même plus que ce qui est financé par l'action publique. Et c'est pour attaque un des arguments centraux pour sortir des idées fausses, de dire nous avons des prélèvements obligatoires élevés, oui, parce qu'il y en a une sécu, parce qu'on a des services publics. Là où ils sont moins élevés, c'est pas forcément des pays, comment dire, où les systèmes sont moins coûteux, ils sont simplement individualisés. Et ces coûts-là ne sont jamais pris en compte dans les comparaisons. Donc on peut dire, oui, on va mettre en place ça parce que pour financer, y compris les défis climatiques, c'est nécessaire. C'est un des grands biais du débat médiatique où on entend rarement ça. Et donc, il y a des alliés potentiels. Il y a des pays comme l'Espagne qui ont voulu réintroduire un impôt sur la fortune. Il y a dans les populations, pas simplement européennes, mais notamment européennes, une forme de pression. Ça a été incarné en Belgique il n'y a pas longtemps, en France par les Gilets jaunes, qui réclamaient quoi? Un impôt sur la fortune et la lutte contre l'évasion fiscale. En clair, plus de justice fiscale. Et il y a une dimension qu'il ne faut pas oublier, c'est que si on veut un peu refaire société, ce type de mesure permet pas simplement de dégager des recettes, de rajouter de l'argent intelligemment dans l'activité économique, de réduire les inégalités, et ça contribue à renforcer le consentement à l'impôt. Et une fois de plus, on a aujourd'hui, et j'en termine là, une vision qui consiste à dire on va augmenter la TVA et réduire les droits de donation de succession, on l'entend notamment chez LR, et ce qu'on défend ici, une autre vision de justice fiscale, sociale et écologique
qui sera en plus efficace sur le plan économique, mais au bon sens du terme. Une autre question. Oui, peut-être. On a plusieurs questions sur l'exode fiscal et sur l'évasion fiscale, et peut-être avec quelques éléments de confusion, de dire que la taxe Zuckman, elle a pour but à l'échelle mondiale de d'abord contrer comment dire, l'évitement fiscal et de faire en sorte que n'importe qui puisse être imposé. Et qu'on tape aussi les paradis fiscaux. Sur l'évasion fiscale, on a le débat en France, bien évidemment, chaque année sur l'exit tax, qui a été singulièrement raboté depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. Il faut savoir que initialement, l'exit tax, on était sur un créneau de 10 ans, 10 années pour effectivement, comment dire, faire en sorte que les personnes puissent ne plus être assujetties. Aujourd'hui, on est redescendu à 2 années, ce qui fait que la quasi-totalité des personnes, finalement, ne sont quasiment plus redevables. Donc, on a un vrai problème aujourd'hui d'exode fiscal. Voilà. Peut-être s'il y a d'autres personnes qui voulaient compléter Non, mais globalement, sur ce sujet-là. on était avec Thomas à Bercy et c'est vrai qu'on nous expliquait qu'il y avait vraiment cet exil fiscal qui était un risque énorme. Et il prenait comme à chaque fois l'exemple de l'ISF. Mais l'ISF, ça touchait énormément de personnes, 400, 500 000 contributeurs. Aujourd'hui, on sait là, on veut toucher 1800 personnes, 350 familles, et que le départ est beaucoup plus impactant pour eux. C'est-à-dire on peut les montrer du doigt. Les 350 familles, on les connaît. Et moi, je ne crois pas un seul instant, enfin, ou alors ça voudrait dire qu'ils sont réellement euh, prêts à être totalement apatrides, mais ils sont tellement installés, ils ont tellement d'argent que pouvoir pointer une famille, parce qu'on nous cite toujours les mêmes, hein, c'est la famille Pasquier, la famille Andros, en fait, toutes ces ETI hein, qui se sont construits au fur et à mesure, mais en France particulièrement, et qui représentent, bah, comme LVMH, hein, le patrimoine, le savoir-faire français. En fait, le choix est beaucoup plus compliqué que ça ne entrait et on est dans une époque, alors c'est peut-être malheureux, mais de name shaming qui ferait en fait, moi je ne crois pas un seul instant qu'ils partiraient. Puis en plus, souvent, ce sont des personnes qui sont certes ultra riches, mais qui vieillissent et qui, je pense, sont tellement attachés à l'argent qu'ils n'hésiteraient pas à vouloir continuer à bénéficier du système médical français, même s'il est très critiqué aujourd'hui, mais il est certain qu'ils continueront à revenir en France, en tout cas pour se faire soigner. Et donc, on a vraiment ce système qui ne posera pas de problème sur l'exil fiscal, d'autant plus que les chiffres hein, qui sont donnés ont été rappelés, mais l'estimation serait d'une perte de 2% de contribuables à long terme pour une augmentation d'un point de l'impôt, une contraction, certes, de l'emploi de 0,05 points sur l'emploi et sur l'investissement de l'ordre de 0,07 points, mais ce qui serait finalement un impact minime par rapport aux bénéfices vraiment attendus des recettes fiscales d'un tel impôt, hein, on l'a dit, 15 à 25 milliards. C'est à la fois la possibilité de pouvoir arrêter de rompre absolument ce pacte social que veulent la droite aujourd'hui, hein, c'est la remise en cause systématiquement des retraites, du système de santé sur lequel la France s'est construite après la Seconde Guerre mondiale. Et puis, on est surtout face à une urgence climatique qu'il faut absolument résorber si on veut prévenir l'avenir de cette planète. Donc on voit bien qu'il y a vraiment des enjeux, ou en tout cas des contre-arguments qui aujourd'hui ne tiennent plus, d'autant plus qu'on nous dit aussi, ah oui, mais il faudrait revoir les conventions fiscales internationales et que la réalité, c'est qu'il y a d'ores et déjà des acquis qui permettent techniquement de pouvoir mettre en place ce système d'impôt plancher. Donc on est en fait face à des réticences qui sont réelles et à la fois, mais Leïla l'a démontré, on pourrait croire que finalement les Français sont
sont contre le fait de pouvoir toucher au patrimoine parce que eux jugent que réagissant sur leur propre histoire, ce serait plutôt voilà, en tout cas très mal perçu par les Français, mais la réalité c'est que non, aujourd'hui on a vraiment passé ce cap et que il y a un tel décalage que oui, il faut taxer des ultra riches et puis voilà, on puisse réussir, en tout cas à faire passer l'idée. Donc, on a, je pense, fait le tour des questions. J'ai encore une toute dernière question, mais qui va me permettre de faire appel à votre imagination. On a une question sur comment démocratiser cette proposition en trouvant un autre nom que taxe Zuckman, puisque tout le monde n'a pas lu ou ne connaît pas l'économiste Gabriel Zuckman, et donc il faudra peut-être réfléchir, mais ça sera évidemment à la dynamique citoyenne d'y réfléchir, à trouver comment on peut plus populariser cette mesure en lui trouvant un autre nom que taxe Zuckman, ce qui est vrai un peu abscon pour les personnes qui ne suivent pas forcément les débats économiques, même si Gabriel Zuckman, je pense que c'est un des économistes les plus connus actuellement. Oui, je pense qu'on a fait le tour globalement. Il nous reste à remercier les intervenants. Absolument. À signer la pétition, enfin, je veux dire, vous le trouvez 350.org, Attaque, Oxfam, vous trouvez la pétition, faites-la suivre partout. 30 000, c'est déjà bien. Il faut qu'on atteigne les 50 000. Plus il y aura une pression de l'opinion publique, plus on arrivera à convaincre les groupes politiques, en tout cas, si ce n'est les sénateurs, à s'interroger. Bruno Le Maire a dit que oui, il fallait le faire au niveau du G20. De Montchalin nous a dit aussi que sur le principe, elle était d'accord. Donc, avançons et soyons en France les premiers à pouvoir mettre en place cette taxe, quitte à trouver un dispositif pour que voilà, tous les pays qui le souhaitent s'engager puissent le faire de manière collective. Voilà. Merci. N'hésitez pas à trouver le nom de votre sénateur, parce que des fois, souvent, on les connaît pas, nos sénateurs, et à les interpeller aussi, notamment s'ils sont dans des groupes centristes, parce qu'il y en a plusieurs au Sénat. On a besoin d'eux. Je pense que tous les trois groupes de gauche sont convaincus et voteront sans trop de problèmes, puisqu'on l'avait défendu au moment du NFP et au Sénat, on l'avait défendu en amendement commun. Donc là-dessus, il n'y a pas de trop de doutes. Donc si vous voulez vous faire plaisir, vous pouvez demander à vos sénateurs de gauche, mais c'est vraiment les sénateurs centristes et bon, de droite, vous pouvez tenter, mais plutôt les centristes, qu'il faut aller chercher. Je pense on peut avoir quelques victoires au sein des groupes. Ils peuvent être divisés un peu sur la question. Donc n'hésitez pas. Chaque email envoyé compte, et donc on a besoin de vous. Le premier rendez-vous, c'est le 12 juin, donc c'est un jeudi. Au Sénat, tout est en direct sur le site du Sénat. Donc je remercie les intervenants. Merci beaucoup d'avoir pris le temps ce soir. On a tenu 1 heure et demie ensemble et je pense qu'on a bien couvert le sujet. Merci à vous et à bientôt pour continuer la bataille. Merci. 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 Merci beaucoup. Pareil, au revoir, merci. Au revoir.